Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page, bonjour. Bonjour, Benoît Dutrisac. Ça va, ça te fait plaisir? Oui, non. Tu t'amuses? Dutrisac avec un Z. Et quoi donc? Non, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il autre chose à Non, Z comme Zorro. Bon, vas-y, continue. Non, ben c'est parce qu'on parlait... Vas-y, enfonce-toi. Oui, mais non, c'est parce qu'on on venait juste de parler du Viagra. Fait que... Et j'ai quoi comme rapport avec le Viagra? L'épée. Wow. Ah, passons à autre chose. Je pense que oui. Hein? T'allais à chercher loin un peu. Ouais. Bon, de quoi tu veux parler cette juste semaine? avant de commencer, Benoît, Oui, j'ai une petite annonce à faire parce que des gens m'ont écrit voulant se questionnant, disons-le, à savoir si je serais oui ou non au Salon du Livre qui commence dès aujourd'hui d'ailleurs, à la Place Bonaventure. Donc j'y serai à 2 reprises, donc le vendredi 18 novembre de 19h à 20h30 au kiosque 460 et ainsi que dimanche 20 novembre de 11h le matin à 12h30. C'est tout? Oui, donc 2 fois. J'aurais dû être là plus souvent. Oui, qu'est-ce que t'as d'autre à faire? Mais en fin de semaine, je dois tourner des segments de Dossier Mystère 2. Donc, je devrais... et comme je n'ai pas le don de me multiplier de cette façon-là... c'est noté. Donc, vendredi de 6 à 8? Vendredi de 7h à 20... En fait, de 19h à 20h30, vendredi, et dimanche de 11h à 12h30. Parfait, c'est noté. L'affaire, tu veux parler de l'affaire de la British Airways? Ouais, en fait, aujourd'hui, Benoît, je vais essayer de faire quelque chose. Je vais te demander, c'est difficile, là, mais je vais essayer de te demander de mettre tous tes préjugés de côté. On va... et ils sont nombreux. Non, je commence tout de suite. Ouais, on va mettre les préjugés de côté. On va oublier un instant les extraterrestres, les petits bonhommes verts, les intelligences supérieures. On va oublier tout ça. Tu comprends? Oui. On va simplement se questionner, est-ce que oui ou non, il y a quelque chose d'intéressant, de valable derrière le grand dossier des ovnis? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça qui vaut la peine de s'y intéresser? Tu t'attends pas une réponse? Non. Okay, et je me donne le mandat de te prouver aujourd'hui qu'il faut réfléchir à cette question-là. Et je vais le faire à travers ce qu'on appelle les dossiers aéronautiques, qui, à mon avis, sont les meilleurs dossiers du grand phénomène des ovnis. Et pourquoi est-ce que... Bon, d'abord, qu'est-ce que j'entends par les dossiers aéronautiques? Ce sont les dossiers où du personnel volant, pilote, copilote, steward, hôtesse, ont rapporté avoir observé des objets volants non identifiés durant un envolé. Donc, ce sont les dossiers aéronautiques. Okay. Pourquoi ces dossiers-là sont-ils mieux que toutes les autres? Dans un premier temps, parce qu'ils sont enquêtés par des enquêteurs professionnels et non par des ufologues. Je n'ai rien contre les ufologues, ce sont des gens généralement assez sympathiques, mais tu comprends que ces gens-là ne sont pas payés pour faire des investigations. Ce qui les motive à enquêter sur les observations d'OVNI, c'est leur foi. Ils sont convaincus que derrière ces manifestations, il y a une réalité exotique. Et en même temps, si cette foi-là, c'est ce qui les amène sur le terrain, c'est également ce qui mine un peu leur jugement et leur objectivité. Alors que des gens qui sont payés pour enquêter, ben évidemment, le font sans a priori et le font honnêtement. Donc, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, pourquoi les dossiers... De façon objective. Objective, oui. Et dans un deuxième temps, pourquoi les dossiers aéronautiques sont-ils si intéressants? Parce que c'est une information que l'on collecte directement. C'est-à-dire que lorsqu'un pilote rapporte une observation d'OVNI, généralement, les communications radio sont enregistrées. Si l'objet est détecté au radar, on a les détections radar que l'on peut vérifier. Et ensuite de ça, on a tous les paramètres de l'avion qui nous permettent de ce que moi j'appelle de déterminer l'environnement de l'observation. Donc, la vitesse de l'appareil, les vents, les conditions météo au moment de l'observation. Alors, ce sont les dossiers les plus intéressants, à mon avis, du grand dossier des ovnis, le grand phénomène des ovnis. Et si tu veux, pour se mettre un petit peu dans le bain, on va commencer avec une communication radio. Il s'agit d'un vol de la KLM. Donc, la compagnie KLM fait la navette entre les pays scandinaves. En fait, dans ce cas-là, l'avion revenait de Norvège. Il est en approche de l'aéroport de Schiphol, qui est à Amsterdam, une plaque tournante de l'Europe. Et le pilote, on est en 1995, pilote du vol KLM, il est 22h30 et on va entendre, bon, ça va durer à peu près 1 minute, c'est en anglais, donc on est un peu désolé pour les gens qui comprennent, mais on en fera une traduction succincte par la suite. Donc voici la communication radio entre le vol KLM et la tour de Schiphol. Mais on le fait après la pause. Après la... Oh. Dutrisac, l'après-midi, avec Benoît Dutrisac, au 98.5.
Alors, Christian, il faut le mettre en contexte et on va l'écouter. Communication radio, 1995, un appareil de la KLM en approche de l'aéroport de Schiphol. On l'écoute. KLM 1515, just passing 3,000 feet, 2,500 on our left seems a stationary small white light. Well, there's nothing on radar and no aircraft. Quite strange, but small white light seems to be stationary. You didn't see it anymore now? Yeah, just sitting there. That's all I can describe, really. Okay. Well, that's copy to 1515. Stemmer. We saw the same as you saw, so you're not crazy. We looked at it as well, and suddenly it disappeared. It seems to have two shining lights on both sides in an angle of 110 degrees. Do you write it down in your trip report? Yeah, we can put in a trip report about it, and we'll say we've confirmed, we've talked with you, and you also were visual with the same object. Good night. Good night. Wow. Donc, c'est en 95, c'est pas en 1962. Non. Donc, on a un appareil de KLM. Et on voit ici cette communication. Et ce qui est très intéressant, pour les gens qui ne comprennent pas en anglais, le pilote donc rapporte l'apparition de cet objet. La tour de contrôle lui mentionne qu'ils ne l'ont pas sur leur radar, mais le contrôleur dit je vais sortir, je vais aller voir moi-même. Et il revient pour dire nous voyons la même chose que vous. Et il demande au pilote allez-vous faire un rapport écrit, un objet volant avec des lumières qui est stationnaire. Et il dit l'objet comme disparu. Il demande au pilote, allez-vous faire un rapport? Et le pilote mentionne, il dit, oui, je vais faire un rapport, mais nous allons mentionner que vous l'avez vu également. Et bon, parce qu'on a besoin d'une confirmation. On voit un peu le contexte et on voit également le sentiment des pilotes, du personnel volant, lorsqu'ils sont confrontés à un incident comme celui-là. Et des incidents comme ceux-là ne sont pas des événements isolés, comme on pourrait le croire. Chaque année, il y a des centaines d'incidents aériens qui sont rapportés à différentes commissions, que ce soit le Bureau du transport ici au Canada, le NTSB aux États-Unis ou en Angleterre, par exemple, la Civil Aviation Authority. Et sur ces centaines d'incidents, évidemment, des avaries, il y a bien sûr l'élément le plus dramatique, l'écrasement de l'appareil, mais toutes sortes de petits incidents qui sont rapportés en vol vont retomber sur les bureaux de ces autorités. Et parmi eux, je dirais qu'il y en a à peu près une dizaine par année qui concernent l'observation d'objets volants inconnus. Et certains d'entre eux sont particulièrement surprenants. Je vais t'évoquer celui, on en a quelques-uns, on va essayer de passer rapidement parce qu'ils sont vraiment étonnants. Tu remarques que je dis pas un mot? Non, voilà. Donc un incident... J'espère que tu l'apprécies. Ouais, toujours, Benoît. OK, je t'écoute. Donc, nous sommes le 6 janvier 1995. Il est 18h48. Nous sommes à l'aéroport de Manchester, en Angleterre, et on a un appareil, un Boeing 737 de la British Airways, qui est en approche de l'aéroport. En fait, le pilote vient juste de recevoir son autorisation d'atterrissage. Okay. L'appareil vient de dépasser la chaîne des Pennines, qui se trouve, en fait, c'est des collines qui sont dans le nord de l'Angleterre. L'appareil se trouve à une altitude de 4000 pieds, donc à peu près 1300 mètres. L'équipage, le commandant Robert Wills et son copilote Mark Stewart. Et puis, soudain, à 18h48, les pilotes contactent la tour de Manchester pour dire, écoutez, on vient d'être dépassé par un triangle volant. En fait, j'ai parlé avec les deux pilotes et eux m'ont raconté, ils disaient, ça ressemblait, c'était comme un triangle noir. C'est passé si près du cockpit de l'avion que lorsqu'ils l'ont vu les dépasser, ils ont penché la tête, craignant que l'appareil touche leur avion. Ils l'ont vu se déplacer devant l'avion. On parle d'un grand triangle noir. Il a été très difficile d'estimer. Ça ressemble à un stealth bomber. Et ensuite, il dit, s'est déplacé légèrement et puis ils ont pu le suivre pendant quelques instants sur par les vitres latérales de l'avion. Dans ce cas-là, l'appareil ne faisait aucun bruit. Il est passé très, très près de leur propre 737 et il n'y avait aucune turbulence dans l'air. L'appareil n'avait aucune signature radar, donc il n'a pas été détecté par l'aéroport de Manchester et n'a pas non plus été détecté par les radars de bord de l'avion. Et tout ça a tombé sur les bureaux de la Civil Aviation Authority qui ont fait une investigation là-dessus. Et voilà la preuve, Benoît, parce que je sais que tu es un gars très sceptique. Je t'ai pas amené le document écrit par des ufologues ou l'article. Voici le document original de l'aviation civile avec le rapport d'investigation. Et bon, j'imagine que tu pourras pas tout le lire, mais la conclusion, c'est qu'on n'a pas de conclusion. En fait, il n'y a aucun doute que les pilotes ont bel et bien vu cet objet. L'objet est passé tout près
de leur avion, avec la description qu'ils en ont fait. UK Air Misses Involving Commercial Air Transport. Voilà. Donc, c'est des vols commerciaux. C'est des vols commerciaux. C'est toujours l'aviation civile, oui. Oui. Et c'est quoi? C'est des air misses. En fait, dans le domaine de l'aviation, lorsqu'une quasi-collision, par exemple, entre deux appareils qui se rapprochent qui sont très près l'un de l'autre, il y a une sorte de procédure qu'on appelle un air miss, une quasi-collision, et les pilotes, sont appelés à remplir ces documents-là. Et dans le cas de notre vol, le vol 737 de la British Airways, l'incident a été rapporté. Investigation a été faite, non pas par des ufologues, encore une fois, on le rappelle, mais vraiment par des gens de l'aviation civile. Ces mêmes gens, qu'il faut-il le rappeler, lorsqu'un appareil s'écrase, sont en mesure à peu près de le reconstituer dans un hangar, des morceaux parfois à peine plus grands qu'un paquet de cigarettes, pour essayer de déterminer quel est le boulon, quel est le fil qui a fait défaut, qui a entraîné la chute de l'appareil. Et ces gens-là, on le sait, travaillent avec énormément de minutie. Ce sont des gens excessivement compétents. Et j'imagine que que ce soit parce qu'un boulon ou un fil a fait défaut, ou que ce soit parce qu'on a rapporté un ovni, je pense que ces gens-là doivent travailler avec la même intégrité. Et dans ce cas-là, après investigation, l'aviation civile britannique a déclaré « Nous ne savons pas ce que c'était ». Ils ont vérifié avec les vols militaires, bien sûr, parce que tu as mentionné le Stealth Bomber. Mais l'avion, le Stealth, que ce soit le B-2 ou le F-117A Stealth Fighter, ce sont deux appareils qui sont excessivement bruyants et qui entraînent évidemment dans leur sillage d'énormes turbulences. Évidemment, ces avions-là ne s'amusent pas à faire des balais aériens au-dessus des aviations civiles, comme c'était le cas ici, puisque c'était le cas ici au-dessus de l'aéroport de Manchester. Et là, on dit que ça ne pouvait pas être un planeur non, ou toutes sortes d'appareils. Exactement. Donc, on a vraiment vérifié toutes les pistes, on n'a pas trouvé de conclusion. Et ça, c'était pour notre vol de la British Airways, la 737. Je t'en poursuis avec un autre qui est encore plus étonnant. Je parle ici du vol 3532 d'Air France. On est le 28 janvier 1994. On se trouve au-dessus de la région parisienne. On a un appareil, un Airbus A320-111 d'Air France qui fait la liaison Nice-Londres. L'appareil se déplace à une altitude de 39 000 pieds, soit 11 900 mètres. Aux commandes de l'appareil se trouve le commandant Jean-Charles Duboc et son copilote Valérie Chauffour. Et là, à un moment donné, les types voient apparaître à gauche de l'avion un immense disque lumineux rouge. Ce qui les frappe, c'est que l'objet est non seulement stationnaire, mais l'objet change de forme. Il monte, il augmente sa dimension et la rétrécit comme un soufflet à peu près. Évidemment, au moment de l'observation, il y a communication radio entre l'appareil en vol et la tour de contrôle, et au même moment, l'appareil est détecté sur les radars au sol, sur le radar de l'aéroport du contrôle régional qui est situé à Saint-Mars-la-Pile, c'est dans la région Seine-et-Marne, et sa trajectoire, évidemment, de l'OVNI, signée sur le rapport radar, va croiser celle du vol d'Air France, le vol 3532. Ce qui est intéressant ici, encore une fois, l'investigation a été confiée au CNES, le Centre national des études spatiales, ce qui est l'équivalent français de la NASA. Donc encore, on ne parle pas ici de type avec des bottes de caoutchouc qui courent après des petits bonhommes verts, et je te remets ici une copie du rapport original. Donc, encore une fois, on parle d'un incident bien documenté, et en plus, dans le cas présent, il y a eu détection radar qui est venu confirmer le passage de ce mystérieux OVNI juste à côté de l'appareil du Airbus d'Air France. Encore là, on parle d'un incident enquêté par des professionnels, et encore une fois, après des heures d'investigation, les conclusions, c'est on ne sait pas ce que c'était. L'objet, il n'y a aucun doute que les pilotes ont bel et bien vu ça, ils l'ont documenté, ils en ont témoigné, ils ont rempli des rapports. En fait, même la tour de contrôle a exigé que les pilotes fassent un rapport à la gendarmerie, qu'ensuite que l'information soit ramenée directement au CNES, qui, eux, ont fait l'investigation. Et ensuite, la cerise sur le sundae, parce que je vois que le temps file. Oui. Alors, est-ce que ces vols-là, évidemment, dans nos cas présents, aucun des vols n'a menacé la sécurité des passagers? Il n'y a pas d'image de ça nulle part. Non, ça a été des curiosités, mais ces vols-là n'ont pas menacé la sécurité des passagers. Oui. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y en a un ici qui est tout à fait extraordinaire, un vol de la Condair Airlines, le 29 août 1984. L'avion, on parle ici d'un TriStar, les Condair Airlines, c'est une petite compagnie d'aviation britannique, qui d'ailleurs n'est plus en service maintenant. L'appareil est amené à atterrir d'urgence à l'aéroport d'Ipswich. Le rapport d'investigation, écoute, je te lis ça parce que c'est extraordinaire. Ouais. Encore une fois, c'est un rapport de l'aviation civile britannique. On nous dit ici, l'appareil traversait de légères turbulences lorsque l'équipage a ressenti un léger bump.
Les contrôles du moteur de droite se sont bloqués, forçant une approche asymétrique et un atterrissage. À l'inspection, on a découvert que l'hélice de gauche avait heurté un objet volant non identifié, lequel objet, ou une partie de l'objet, a été propulsé à travers le toit de la cabine et un morceau est ressorti par un hublot. Il y a eu plusieurs trous dans le fuselage et des dommages ont été occasionnés au moteur, à un aileron et au revêtement des câbles. 3 pièces de métal étranger ont été retrouvées. Et là, je cite, c'est vraiment « 3 pieces of foreign metallic object were found », incluant une petite aimant cylindrique. L'OVNI n'a pas été identifié. La CAA, Civil Aviation Authority, a fermé le dossier. Aucune information n'a été reçue concernant la nature ou l'origine de l'OVNI. Alors ici, là, on est proche de l'incident, de la catastrophe. Mais là, il y a des morceaux qui restent. Est-ce qu'on les a analysés? Dans ce cas-là, ici, je vais dans le cas de l'appareil de la Condair Airlines, j'ai parlé avec les gens qui étaient chargés de l'inspection au sol et eux m'ont dit après que l'incident se soit produit, des morceaux ont été récupérés par des agents du CAA et ils ont comme disparu quelque part. Donc, la CA ont fermé le dossier parce qu'ils n'ont jamais pu récupérer les débris qui avaient été retrouvés sur l'appareil de la Condair Airlines. Toujours pareil, quand c'est le temps de prouver. Mais c'est pas grave. Ce que l'on voit ici, Benoît, ce que j'essaie le point à montrer ici, c'est qu'il y a une réalité derrière un phénomène OVNI, quelle que soit sa nature. On ne parle pas ici de petits bonhommes verts, d'intelligence supérieure. On parle réellement de phénomènes aériens qui défient l'entendement, qui défient toute forme d'explication. Et très rapidement, le 21 octobre 1978, au-dessus du détroit de Bass, en Australie, un Cessna 182, piloté par un jeune pilote, Frédéric Valentich, donc il prend son envol. L'appareil doit faire un vol de Melbourne à King Island. Et durant le vol, Valentich va contacter à 3 reprises la tour de contrôle de Melbourne pour demander s'ils ont une présence aérienne en dessous de 5000 pieds. Et à la dernière communication, je te le cite, donc, d'abord, Valentich va signaler que son appareil a des ratés et à un moment donné, la tour de contrôle lui demande quelles sont ses intentions et je te cite sa dernière communication. Il dit « Mes intentions sont de me rendre à King Island, Melbourne. Cet étrange objet vole encore au-dessus de moi. Le microphone reste ouvert pendant 2 secondes. Ensuite, Valentich rapporte « Il vole et ce n'est pas un avion. » Dernière communication de Valentich, on ne retrouvera jamais ni Frédéric Valentich, ni son avion. Et j'ai ici... Au cas où ça te semble trop fantastique, voici le rapport d'investigation de l'administration australienne, le transport australien sur l'incident de Valentich. Et tu as le compte-rendu intégral de la communication radio et c'est exactement ce que j'ai mentionné en nom. Donc, Valentich a été pris quelque part, a été intrigué par la présence de cet objet et la conséquence, le rapport dit, il est disparu, on croit que l'incident était fatal. On s'arrête un instant, on est avec Christian Page. Pour réentendre les entrevues de Benoît Dutrisac, 98.5fm.ca. Mythes et complots avec Christian Page. Alors, Christian Page, il y a un autre exemple. Oui, un autre exemple qui, lui, est assez intéressant parce que tu te rappelles, il y a quelques années, il y avait eu un appareil qui est un avion qui s'était écrasé au large de Long Island, le vol 800 de la TWA. Oui. Et à l'époque, beaucoup de gens avaient rapporté, je pense par exemple à Pierre Salinger, qui avait été l'ancien porte-parole du président Kennedy. Oui. Ces gens-là s'étaient fait un peu les ardents défenseurs du fait que des témoins avaient raconté avoir observé un objet blanc dans les parages où l'avion s'était écrasé. Et on avait un peu accusé les militaires d'avoir procédé à des essais de missiles et peut-être que l'avion avait été abattu par un missile. Le rapport du NTSB à l'époque, le National Transportation Safety Board aux États-Unis, qui est sans aucun doute l'institution la plus update, la plus efficace pour faire retrouver les causes d'un accident d'avion. Eux, ce qui s'était penché sur le vol 800 avait conclu en fait que c'était une avarie, en fait un court-circuit qui s'était produit dans le réservoir principal de l'avion qui avait entraîné son explosion. Ce que peu de gens savent, c'est qu'à peu près à la même époque, nous sommes le 9 août 1997, il est 17h07. Près de l'aéroport JFK de New York, donc à peu près à la verticale. On est au large dans l'Atlantique, au large de Long Island. Il y a un Boeing 737 qui est là, c'est le vol 127 de la Swissair, qui est en route vers l'aéroport Logan de Boston. Et la vitesse de l'avion est à peu près de 340 nœuds, c'est à peu près 640 km/h. L'altitude de l'avion est de 23 000 pieds. Aux commandes de l'appareil se trouvent le commandant Phil Bobbitts et le pilote Kurt Grunder. À 17h07, l'équipage du vol 127 contacte la tour de contrôle de Boston
pour leur dire qu'ils ont failli être télescopés par un objet cylindrique blanc. Les deux pilotes racontent que l'objet était lumineux, il est passé très près de l'avion. En fait, il venait en sens inverse. Ils l'ont vu apparaître devant l'avion. Il se dirigeait vers leur avion. En fait, il est passé à quelques centaines de pieds au-dessus de leur avion, à peu près dans le même secteur où, quelques années plus tôt, avait eu l'écrasement du vol 800 de la TWA. Et d'ailleurs, les pilotes vont remplir un document, vont remplir un air miss, donc un formulaire signalant cet incident. Et ils vont eux-mêmes mentionner que l'incident s'est produit tout près où l'appareil de la 800 de la TWA avait failli être où l'appareil s'était écrasé. Ça, c'est au-dessus de l'Atlantique. C'est au-dessus de l'Atlantique. Oui. Et j'ai ici, et crois-le ou non, voici le rapport officiel du National Transportation Safety Board sur l'incident non censuré, dont tous les paramètres sont là. Et encore une fois, on le sait, les gens du National Transportation Safety Board sont sans aucun doute les gens qui travaillent le plus efficacement dans ce domaine. Et après des mois d'investigation, leur conclusion, c'est que non seulement cet objet blanc observé n'était pas un missile, il n'y avait aucune opération militaire dans le secteur, ce n'était pas non plus un aéronef militaire, et ce n'était pas non plus un aéronef civil connu ou quoi que ce soit. Ces gens-là ont dû décliner, en fait, toute forme d'explication pour conclure que l'affaire restait ouverte et qu'il n'y a aucune explication rationnelle pour rendre compte de ce que les deux pilotes du vol Swissair ont observé. Ils disent qu'il faisait très beau, qu'il y avait... Ouais, donc la visibilité était à l'infini, en fait, très beau. On était en fin de journée, et encore une fois, les deux pilotes du vol Swissair racontent que cet objet-là est passé tout près de leur avion. C'était silencieux et il n'y avait non plus aucune perturbation dans l'air, aucune perturbation ou remous, quoi que ce soit. Mais ça reste des témoignages. On n'a toujours pas des témoignages de film en HD. Non, on n'a pas de film en HD. On a des témoignages, des investigations. Dans certains cas, on a des écho-radars. On a des communications enregistrées directement sur le vif au moment où les pilotes rapportent ça. L'objectif ici, Benoît, c'était non pas de prouver l'existence d'extraterrestres, mais prouver la réalité d'un phénomène OVNI, objet volant non identifié. Très bien. Merci, M. Page. Merci à vous d'avoir été là. On refait ça demain dès midi. Au revoir.